Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Deep Talk. Aujourd'hui, pour ce spécial épisode, on est dans un lieu historique, dans un beau musée en plein cœur de Toulouse, dans la région Occitanie. Et qui mieux qu'un invité de marque pour ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir un ancien ministre, un ancien député, Mounir Majoubi. Bonjour Mounir. Bonjour. Mounir, c'est un grand plaisir de t'avoir sur le Merci. Deep Talk. Pour tout vous dire, on s'est rencontrés il y a à peu près 1 heure. Ouais, On a fité sur plein de sujets et du coup, c'est avec grand plaisir que j'aimerais avoir le point de vue de Mounir sur énormément de sujets, notamment sur les sujets du Deep Talk, qui sont l'IA générative, cette révolution. Et tu me le disais tout à l'heure en off, on est au tout début de quelque chose qui va être énorme. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Toi, tu as connu la révolution du digital en tant que ministre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette IA et sur cette IA générative et sur cette révolution aujourd'hui ? Je peux dire ce que je ressens aujourd'hui et ce que j'ai ressenti il y a 12 mois. Tu vois, il y a 12 mois, on disait c'est en train de naître, faut essayer, faut avancer. Et on disait ça va aller très vite. Et 12 mois après, en fait, on peut que constater que c'est allé très vite, que c'est vraiment allé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. On a vécu cette année, l'année 96 de l'Internet. On a vécu ça dans les écoles. Première fois où, en un an, les élèves ont appris quelque chose en avance de leurs profs. Ouais. Et ça, je ne sais pas si tu te souviens, c'était les élèves qui revenaient avec des exposés magiques, niveau Bac+8, parce qu'en fait, ils venaient découvrir AltaVista, ils avaient copié sur Internet et ils avaient fait un super exposé. Là, avec ChatGPT, sur les 12 derniers mois, on a eu au collège, au lycée, à l'université, un décalage entre les profs et les élèves. Ce décalage, on l'a retrouvé en entreprise. Tous les collaborateurs de tous les niveaux, ils se sont mis à utiliser ChatGPT pour voir à quoi ça ressemble. Puis après, tu t'es dit, c'est quand même vachement bien pour relire tous mes emails. Et après, tu dis, c'était pas mal pour les traductions. Après, c'était pas mal pour mes synthèses. Et après, tu dis, peut-être je peux même me poser des questions plus complexes. Ouais. Et tout ça, souvent, parfois, dans le dos de l'entreprise, quand l'entreprise n'a pas fourni les outils. Quand on racontait ça il y a 12 mois en disant, attention au Shadow IA, tout le monde s'est dit, ça va, Shadow IT, Bring Your Own. Tout ça, on a pu en parler, ça met plusieurs années. Là, en moins d'un an, c'est 100% de tes techniciens, c'est 100% de tes employés, de tes ouvriers, de tes cadres qui l'utilisent par ailleurs. Donc si toi, tu n'es pas au niveau, tu n'y es pas. Et ça encore, c'est le chapitre IA pour tous, petits usages. Tous des petits usages là. Mais après, si on monte sur les usages stratégiques, pareil, les gens disent tous, j'attends de voir. Il y a l'étude BCG qui a dit tous les cas d'usage sont inutiles, ça ne fonctionne pas. Et en fait, cette étude, elle dit une seule chose. Elle dit au démarrage, quand on utilise une nouvelle technologie, il n'y a pas tout de suite de retour sur investissement. Ça tombe bien, c'est la courbe en J de l'adoption des innovations. Le début, il coûte plus cher, il ne rapporte pas tout de suite, mais juste après, ça rapporte énormément. Et donc c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et moi, je le vois partout, voilà, à la maison, à l'école, pour les employés les plus qualifiés comme pour les moins qualifiés, à l'école pour les élèves handicapés, les dyslexiques, comme pour les premiers de la classe. C'est un moment de transformation des usages et de transformation de la société. C'est hyper intéressant, tu as donné plein d'informations, on va essayer de distiller un peu tout ça. Tu as parlé de l'école. Alors l'école, c'est un sujet, je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on s'en rend compte, tu le disais tout à l'heure aussi, les élèves sont arrivés avec ChatGPT, ils ont fait des exposés, les profs n'étaient pas prêts. Du coup, on a eu peur au début, on a régulé comme souvent quand on a peur. Et puis après, on a autorisé et au contraire, maintenant, on encourage les élèves à l'utiliser. Et puis après, tu as parlé de l'entreprise. C'est vrai qu'en entreprise, quand c'est arrivé, il y a une pression énorme sur les équipes techniques. Parce que, comme tu l'as dit, on arrive avec son téléphone, avec ChatGPT, et puis on va voir son directeur, on lui dit, regarde, moi, avec ChatGPT, j'arrive à le faire. Maintenant, je vais faire la même chose dans l'entreprise. Sauf qu'on s'en est rendu compte, on l'a vu, on a eu des retours au niveau des entreprises. C'est bien plus compliqué de mettre en place un ChatGPT interne dans une entreprise que d'utiliser un ChatGPT qui a été développé par OpenAI. Il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de fuite de données. Donc tous ces cas-là, on ralentit un peu la mise en place de ce fameux IA pour tous. Ça a coûté beaucoup d'argent et au final, le ROI, il n'est pas si important que ça puisque au final, on arrive juste à faire à peine ce qu'on arrive à faire avec notre téléphone sur l'entreprise. Donc il est là aussi un peu le décalage entre ce qu'on peut faire en tant que commun du mortel et en tant qu'utilisateur de ChatGPT et de mettre l'IA pour tous dans les entreprises. Et puis après, à la fin, c'est cette révolution, on sent qu'elle est en marche, on sent que ça va être une dinguerie comme on dit, mais on a peur de rater quelque chose. Et cette peur-là, au niveau des entreprises, elle se traduit par énormément d'investissements. Et du coup, comme tu l'as dit, il n'y a pas de ROI. Parce que le ROI, il n'est pas tout de suite. Je parlais du BCG, je peux te parler de Gartner aussi. Il y a cette courbe et il y a aussi cette hype qui monte. Et moi, je sens depuis la rentrée, je ne sais pas si toi aussi tu le sens, mais depuis la rentrée, on sent un peu une redescente.
de la hype, et maintenant les gens veulent builder. Tu sais, ils veulent construire pour prouver que c'est quelque chose. On a eu le cas d'usage classique, c'est-à-dire le chatbot. Après, on a eu le chatbot avec le RAG, c'est-à-dire qu'on a interrogé un corpus documentaire qu'on a vectorisé, et là, on a été donné des informations. Et puis maintenant, on a les agents. Moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur les agents, parce que moi, dans les chefs d'entreprise avec qui je parle aujourd'hui, il y a 2 sons de cloche. Il y en a qui me disent « Ouais, les agents, ça va être un flop ». Et il y en a qui me disent « Non, les agents, c'est la folie, il faut qu'on y aille, tout ça et tout ». Qu'est-ce que tu penses des agents aujourd'hui ? En fait, le sujet des agents, c'est le sujet de pour quelle utilisation. Le premier cas d'usage et qui a frustré un peu les gens, c'est les chatbots qui étaient un peu les premiers agents, si on y réfléchit bien. Puisqu'un chatbot qui est censé comprendre, ensuite intervenir et lancer un process, ça s'appelle un agent. Et le problème, c'est que le niveau de compréhension des inputs, s'ils étaient vocaux ou s'ils étaient écrits, n'était pas au meilleur des niveaux. Le niveau des outputs n'était pas non plus au meilleur des niveaux. Donc quand ils faisaient un test, ils disaient désolé, mais c'est pas propre, je peux pas utiliser en production. Et puis on s'est rendu compte là, notamment avec les dernières versions de Whisper, que sur les inputs vocaux et les outputs vocaux, ça peut être vraiment de très bonne qualité. On s'est rendu compte que dans le traitement multilingue, ça peut être vraiment de très bonne qualité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des process dans l'entreprise. Mais même si on revient, tu vois, je suis membre de Gare Entreprise, qui est l'association des entrepreneurs du Gard, et je parlais avec les entrepreneurs du bâtiment. Et je disais, mais en fait, chez vous aussi, le sujet des agents, ça va être un sujet important. Ouais. Une petite entreprise de BTP, son plus gros problème à gérer pour le développement commercial, c'est le traitement des appels entrants et des emails entrants. En gros, c'est un vrai sujet. Ils sont entre 2 et 5 personnes dans une boîte, ils sont sur les chantiers tous les jours, et ils reçoivent des appels et des emails toute la journée. Comment tu réponds aux gens qui te demandent un devis ? Avec les IA, avec des agents automatiques, tu fais un landing process, tu crées de la relance, tu es capable de poser les questions nécessaires et au moment de la génération du devis, tu dictes ton devis avec des mots simples en disant « ça fait 2 mètres sur 3 mètres, j'irai plutôt en utilisant cette technologie-là, fais-moi le devis ». On a atteint un tel niveau aujourd'hui qu'une fois que tu as fait ça, le devis peut être envoyé, suivi et un process complètement engagé, orienté. Ça, c'est un micro-process sur une micro-entreprise. Tu peux trouver les mêmes cas d'usage sur des très grandes entreprises, sur des process beaucoup plus complexes. Et justement, c'est bien de faire cette dichotomie entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Moi, je le vois aussi au quotidien, c'est que les grosses entreprises ont mis le paquet. Et puis, ils ont les moyens. On va pas donner citer des noms, mais tu as du Airbus, tu as du Stellantis. Toutes les grosses industries, les bancaires aussi, ils ont énormément de moyens. Du coup, ils mettent le paquet sur l'IA. Mais les petites entreprises, aujourd'hui, on sait qu'en France, on a un tissu de PME, de TPE qui est énorme, qui est le poumon de l'économie française. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, au niveau, alors peut-être pas du gouvernement, mais au niveau de la France, on met le paquet et on aide ces petites entreprises? Parce que moi, j'ai l'impression aussi de voir des chefs d'entreprise complètement perdus sur les IA. J'en ai même qui me disaient, mais on vient de sortir de la révolution numérique, tu sais, et on nous demande aujourd'hui de faire de la révolution de l'IA, mais on n'a pas encore digitalisé nos process. Comment on va faire pour mettre de l'IA dans nos process? Comment tu penses les aider, ces gens-là? En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec l'IA, tu digitalises plus facilement qu'avec les SaaS de première génération. Quand tu es une boîte avec pas beaucoup de process, c'était hyper dur d'utiliser les logiciels SaaS métiers parce qu'ils t'obligeaient à utiliser des process que tu n'avais même pas. Et donc, tu crées des process assez complexes avec des formulaires assez complexes que tes équipes n'étaient pas capables d'absorber. Et donc, du coup, c'était lourd à mettre en place. Et encore pire, si jamais tu avais redéveloppé en ad hoc un système d'information adapté à ton activité. Quand tu es 150 personnes, tu ne peux pas redévelopper en ad hoc. Et c'est même dur de t'adapter aux gros SaaS de marché. Là, avec l'IA, en fait, grâce au système d'agents et au système de compréhension lié à l'IA générative, on peut adapter à l'imperfection humaine et à l'imperfection de ton organisation les modes de fonctionnement. Donc en fait, ça peut aller plus vite. Mais il y a un énorme sujet, les solutions et les prestataires. En fait, quand tu es une PME dans le Gard et que tu cherches un prestataire, il n'y a pas grand monde. Tu vois, moi j'en connais une société locale près d'Alès, mais j'en connais qu'un. En fait, quand tu es une PME de 150 personnes et qui dit « je veux démarrer l'IA », c'est qui mon ESN local qui va faire ça? Tu vas taper sur Google et tu vas rien trouver. En fait. Parce que c'est pas... Tu sais, les grandes ESN, on peut dire tous leurs noms, Alten, Capgemini, toute la bande. Mais ils viennent pas dans ta PME de 150 personnes. Un consultant indépendant, il n'y en a pas encore beaucoup qui font de la mise en place des dispositifs. Quand tu regardes sur les outils IA sur étagère, c'est hyper compliqué de lire sur Internet ce qui est disponible. Hyper compliqué. La boîte qui dit je vais démarrer l'IA et je vais aller sur le site de Mistral ou sur le site d'OpenAI, elle va forcément être déçue parce qu'elle aura un super chatbot. Attention, moi j'utilise beaucoup, je trouve ça formidable, mais elle va pas faire tous ces cas d'usage. Et tu vas pas te dire que les gens vont utiliser ça au quotidien. Donc il y a trouver les partenaires à la bonne taille, trouver les produits sur étagère à la bonne taille, parce que tout le monde ne peut pas devenir un fabricant Lego capable d'administrer soi-même une architecture. Tu parles d'offres et de demandes et en fait tu dis qu'il y a une énorme demande.
qui vient d'en bas, et peut-être que l'offre aujourd'hui elle n'est pas assez développée, et là les acteurs ont de quoi faire. Et là, l'État a fait un truc intéressant, mais qui existe encore à peine, qui est Ozelia, qui était d'identifier des acteurs à travers tout le territoire et de dire aux autres acteurs, regardez, là il y a des ambassadeurs, allez leur poser la question. Mais disons-nous la vérité, ça vient d'être lancé. Notre ministre n'est pas encore renouvelé, j'espère qu'elle sera renouvelée, mais pour l'instant il n'y a plus de ministre et l'opération est un peu en attente. Donc j'espère que ça va aider un petit peu, mais ça va surtout venir des entrepreneurs eux-mêmes. On est en Occitanie. Est-ce que cette région, pour toi, si tu es là aujourd'hui, c'est qu'elle te dit quelque chose? Est-ce que tu peux dire un peu aux auditeurs pourquoi l'Occitanie? Moi, j'aime l'Occitanie. J'ai une partie de ma vie qui se passe dans le Gard. J'ai créé là-bas un restaurant d'insertion où on formera des jeunes éloignés de l'emploi grâce au métier de la restauration. Et j'ai la chance, depuis 2 ans, de travailler, de parler au quotidien avec les entrepreneurs dans le Gard, qui est un des départements de l'Occitanie. Et qui bénéficie du rayonnement de Montpellier, du rayonnement de Toulouse. On a ici tout un écosystème à la fois de géants industriels qui sont consommateurs de prestations, consommateurs de hardware. Donc il y a toute une chaîne de valeur présente sur le territoire. On a les super ESN du Conseil national qui sont présentes ici. Et puis on a aussi des acteurs de taille moyenne intermédiaire qui essaient d'intervenir et d'avancer. On a des fonds aussi, on a une région active dans le financement. En vrai, l'Occitanie, après l'Île-de-France, je pense, est une des régions les plus dynamiques, voire la région la plus dynamique après l'Île-de-France. Très attractive d'ailleurs, puisqu'il y a énormément de Parisiens. Moi qui viens de Paris, il y a énormément de Parisiens qui viennent habiter dans cette région. T'imagines, il y a le soleil, il y a le développement économique, il y a les financements, il y a la main-d'œuvre, il y a des super universités. C'est plutôt un bel endroit pour démarrer son activité. Je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais. Donc, tu parlais de plateforme, tu parles beaucoup de cabinets de conseil. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que ces deux acteurs-là, ils travaillent ensemble dans le bon sens pour faire avancer l'IA auprès des entreprises? Ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire aussi entre ces acteurs? Mais tout le monde se cherche. Si on regarde les plus grosses ESN, ils essayent tout. C'est-à-dire que tu as les gros éditeurs historiques qui ont tous rajouté une brique de automation, business process automation. On a tous une petite étoile l'IA dans le logiciel. Ça, on l'a tous vu. Donc, tu vois, faire un nouveau process, un nouveau chatbot, ou faire même juste une interface de chat générative. Tu peux la faire avec SAP, tu peux la faire avec ton Salesforce, tu peux la faire avec ton ServiceNow, tu peux la faire avec ton Pegasystem, pour dire les géants des ERP, mais tu peux aussi le faire avec ton logiciel métier qui propose tous maintenant ça sur le côté, ou alors tu fais avec des pure players qui font que ça, et de façon peut-être parfois plus agile. C'est une question de philosophie. Et chez les grandes ESN, les moyennes ESN, les petites ESN, ils essayent un peu tout. Ils ont arrêté de faire le ad hoc, parce que le ad hoc c'est fatigant. Et surtout, quelqu'un en parlait dans une conférence tout à l'heure, en fait, tu es has-been assez rapidement. C'est-à-dire si tu ne choisis pas une option d'architecture qui te permet de mettre à jour très régulièrement le type de LLM utilisé, le type d'hébergement utilisé, la puissance utilisée, tu es has-been. Ça va trop vite sur l'IA. Mais ça va beaucoup trop vite. Si tu es tenté de faire en hard coding toi-même ton chat basé sur un LLM open source que tu as toi-même réinstallé sur ton infra, c'est impossible de suivre. C'est-à-dire même Mistral publie tous les 3 mois et demi. DeepSeek arrive du jour au lendemain, bam, bouleverse l'équilibre de performance des modèles. OpenAI, qui on pensait n'allait pas sortir de modèles ouverts, sort des modèles ouverts. En été. Et donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible de suivre seul. Donc il faut trouver des briques intermédiaires, il faut trouver des prestataires intermédiaires, il faut avoir des équipes en interne qui ont cette habileté à jongler, à s'adapter, à se construire. Mais c'est un moment, je trouve, assez excitant pour tous et qui doit garder le focus et la mobilisation de chacun. On sent que c'est pas un pchit, l'IA. On a parlé au début de l'IA un peu comme la blockchain, il y a eu avec les cryptos, d'un pchit et d'une révolution qui va venir. Même si je suis persuadé qu'à un moment donné, la blockchain, ça reviendra. C'est pas toi qui vais le dire, toi qui es dans la finance, tu dois savoir. Mais est-ce que tu trouves que... donc on est sur une révolution qui est des usages, on l'a dit, des métiers. On parlait aussi en off tout à l'heure de cette révolution un peu de l'UX et de l'expérience utilisateur au sein de site internet. On se rend compte aujourd'hui que les IA avec des agents vont aller choper des informations, cliquer même. Il y a toujours eu ce petit combat entre est-ce que je fais une IA qui va interroger le back-end de mon site ou est-ce que je fais une IA qui va aller chercher l'interface graphique. Aujourd'hui, OpenAI a sorti une mise à jour qui fait les deux, qui est capable d'aller et faire du deep searching et aller faire aussi du scrolling sur les sites internet. Est-ce que tu penses que, deux questions, déjà il y a une évolution au niveau de l'UX à mettre en place et donc du coup on aura une révolution sur l'UX design liée à l'IA et aussi sur la recherche, on en a parlé.
la recherche plutôt profonde. Est-ce qu'il y a vraiment des évolutions sur ce flux Internet qui va sortir des moteurs classiques? Tu parlais d'AltaVista tout à l'heure, mais on connaît Google maintenant qui prend 99% des recherches. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une évolution aussi dans la recherche Internet? Pour reprendre ta première question sur l'UX, il ne faut pas oublier que la plupart des dépenses d'informatique, software des entreprises, c'est sur des interfaces. Ouais. Un ERP, c'est qu'une somme d'interfaces. Une boîte qui installe un SAP, c'est plusieurs milliers d'interfaces et de formulaires mis en place, et ensuite un traitement intelligent de la donnée qui renvoie des outputs. En gros, c'est ça. Première source d'erreur, de bugs de tous les sujets, c'est la structure des bases de données et la qualité des interfaces. Tous les grands projets de l'État qui ont foiré, c'était sur ça. On a mal raconté comment allait être la base de données et on a mal fait les interfaces. Du coup, les utilisateurs n'ont pas utilisé et on a eu des gros problèmes. Ou alors, on a créé des choses tellement complexes qu'on n'a pas su structurer les bases pour les accueillir et qu'on n'a pas su faire les interfaces pour les accueillir. Notamment les grands logiciels RH de l'État dont on a dû arrêter les programmes après plusieurs centaines de millions. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'IA, tu n'es même plus obligé de fabriquer ces interfaces ou que tu peux auto-générer ces interfaces et que peut-être même jamais aucun humain ne les utilisera. Ouais. Tout à l'heure, quand je te donnais l'exemple des PME du BTP, elles ont tout un logiciel de saisie des opportunités newbies. Tiens, j'ai reçu un appel d'une cliente. Mais ça les saoule de remplir les 40... Je connais aucun commercial qui est capable de remplir un CRM correctement. Ça n'existe Personne pas. les utilise. Et imagine celui qui est ouvrier du bâtiment qui de 8h à 17h a fait un chantier, qui écoute le répondeur, il y a 5 personnes. Bon, il va rappeler au pif les 5 qu'on a appelés, il va voir avant de remplir dans son logiciel. Là, il n'y a même plus besoin de réfléchir. Le message, il est directement transféré, la fiche, elle est pré-remplie. Donc en fait, on va avoir des interfaces qu'il faut imaginer, mais qu'on va quasiment plus jamais utiliser. Et ça, c'est au bénéfice de tous. Mais attention au logiciel SaaS, dont le seul objet était simplement de collecter différents formulaires, de retranscrire des visualisations. Ceux-là peuvent se faire bouffer du jour au lendemain par les nouveaux modèles et les nouvelles architectures basées sur l'IA. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est vraiment une révolution dans le sens où tout ce qu'on a connu, ça peut être renversé par une nouveauté en fait. Et ça, c'est à la fois attendu et en même temps ça peut faire peur. Mais moi, dans mon business, je supporte pas les formulaires. Je veux plus remplir de formulaires. Je veux plus jamais que ça arrive. Et donc, si tout ça peut être rempli par une dictée vocale que je donne en disant... Vraiment, l'exemple de génération de devis avec ChatGPT 5, c'est extraordinaire. Ouais. Tu racontes en langage BTP ce que tu voudrais mettre dans le devis et tu génères ce devis et tu le corriges à l'oral en disant augmente de 20% tous mes prix et descends un peu sur les fournitures, on a un peu abusé et bam, tu as ton nouveau devis. Enfin, ça, c'était le cauchemar de toutes les entreprises du BTP. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Mounir, pour toutes ces informations. Petite question pour la fin, parce que je ne vais pas te retenir plus. C'est quoi la suite? Parce que quand tu traces le matin, tu penses à quoi? Moi, le matin, j'ai qu'une chose aujourd'hui, c'est mes clients. Je veux qu'on développe la cyber et l'IA en France, qu'on ait des beaux champions, des belles entreprises qui grossissent. C'est la mission que je me suis donnée. Génial. Merci beaucoup, Mounir. Merci, à très bientôt. Salut.